Bonsoir, madame, messieurs. Merci d'être nombreux au rendez-vous de votre magazine d'actualité Info 7. Nous allons décortiquer, comme d'habitude, l'actualité qui reste notamment dominée par les sanctions des États-Unis d'Amérique contre Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC, mais aussi la célébration de la date du 1er mai, une date dédiée aux travailleurs à travers le monde, et la RDC a célébré avec faste cette journée, et pour la première fois, si je me permets de le dire, depuis que la RDC est République démocratique du Congo, quelques travailleurs ont été décorés par la République démocratique du Congo. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le président de la Confédération démocratique du travail, Guy Coucou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes syndicaliste. Oui, madame. Et vous avez célébré le 1er mai 2026. Avec beaucoup de fierté et de reconnaissance. Et que représente donc cette date du 1er mai pour vous? La date du 1er mai représente pour nous une journée symbolique de la reconnaissance de la lutte des travailleurs. Parce que cette journée-là s'est passée à Chicago, aux États-Unis, un certain 1er mai, où les travailleurs ont marché dans les rues pour exiger les bonnes conditions du travail, parce qu'à l'époque, les employeurs faisaient travailler les travailleurs du matin au soir. Même les membres de leur famille devaient participer à la production. Il n'y avait pas de repos, pas de bonne rémunération, les droits n'étaient pas reconnus. C'est comme ça, les travailleurs ont marché pour exiger qu'on puisse réglementer le temps du travail, mais aussi donner du repos aux gens, reconnaître leurs droits, leurs libertés et la revendication, les négociations avec les employeurs au lieu de brimer les travailleurs. Et depuis ce jour-là, jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a changé? Vous avez parlé des revendications des travailleurs pour exiger des bonnes conditions de travail. Depuis ce jour-là, à travers le monde, l'OIT, l'Organisation internationale du travail. C'est un grand rendez-vous de Genève, de chaque année. Bien sûr, qui est une institution des Nations Unies, parce que c'est la seule institution des Nations Unies qui est la branche comme civile qui reconnaît, qui n'est pas politique, qui reconnaît le dialogue a été institué au plus haut niveau des Nations Unies comme une institution où les travailleurs, les employeurs, les gouvernements peuvent discuter comme les partenaires. Ça a été institué et depuis là, on a réglementé le monde du travail à travers le monde. Et il y a des recommandations, comme vous savez, chaque année, nous nous rendons à Genève au mois de juin, comme d'ici là, ouais, où on va faire des rapports, chaque pays fait les rapports sur l'évolution du monde du travail, les évolutions, les avancées, les réformes qui ont été faites dans le sens d'améliorer la qualité de vie, la qualité de travail dans le monde du travail. Et chaque pays présente ses rapports et c'est devenu récurrent. Et les pays... C'est devenu récurrent, oui, devenu une routine. Non, est-ce que c'est une routine avec des retombées positives? Tout à fait. Dans plusieurs pays, en tout cas, la situation a évolué. Donc, il y a des retombées positives, vous voulez dire? Très positives dans plusieurs pays. Alors, s'il y a des retombées positives, que dire alors de la RDC? Parce que tantôt, vous avez quand même dénoncé le fait que jadis, les revendications étaient qu'on puisse accorder quand même des temps de repos aux travailleurs. Mais c'est que nous vivons en RDC, notamment avec le Congolais qui travaille chez les expatriés. C'est une situation qui démontre qu'il n'y a pas d'avancée. Tout à fait. Là, vous êtes en RDC. J'ai cru comprendre, vous m'aviez posé la question, que depuis ce temps-là, de 1780. Oui, à travers le monde, ça a changé. Mais là, on revient un peu dans le contexte de la RDC. J'étais en train de donner d'abord le contexte au niveau mondial. Exactement. Pour revenir au niveau du Congo. Alors, parlez-nous de la RDC. Oui, pour la RDC, bien sûr, il y a eu des avancées, des petites avancées. On a réglementé le temps du travail. C'est 8 heures de travail maintenant. Et est-ce que c'est respecté dans ces entreprises des expatriés? J'arrive, Madame Zong, donnez-moi un peu de temps pour répondre. C'est-à-dire, quand on dit les standards
il y a des exceptions. Quand on dit 8 heures, dans beaucoup d'entreprises, on respecte. Dans d'autres, on ne respecte pas. Nous ne pouvons pas, et c'est comme un problème, on dit un verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a de ces entreprises qui respectent. Il y en a d'autres qui ne respectent pas. Là où on dénonce, c'est là où ce n'est pas respecté. Et nous ne pouvons pas dire parce que certaines entreprises ne respectent pas, donc au Congo, tout n'est pas respecté. Non. Nous continuons à dénoncer ceux qui ne respectent pas, mais on doit aussi reconnaître la partie où aussi un groupe d'employeurs qui les respectent. Nous ne pouvons pas nier cela. Donc, il y a quand même des avancées en RDC. Oui, il y a des avancées. Des avancées sont telles que il y a maintenant des commissions tripartites, il y a la possibilité de négocier les droits, de négocier la convention collective, les droits de négocier avec le travailleur, les droits d'interpeller ou d'accuser un employeur, les droits de revendiquer ses droits, les droits, tout cela sont consacrés. Mais maintenant, il y a des écarts entre ce qui est consacré par la loi, par la Constitution et le vécu quotidien. Il y a des écarts. Il y a des écarts par rapport à cela et il y a des variations selon les contextes, selon les pays, selon certaines choses. Il y a des moments, le gouvernement ne tape pas les mains sur la table parce que le gouvernement, c'est l'arbitre. Dans le monde du travail, le gouvernement a un rôle, non seulement dans le monde du travail, dans tous les pays, le gouvernement a un rôle régalien. C'est lui qui met les équilibres, c'est lui qui rappelle à l'ordre tout citoyen qui veut se méconduire. Ouais. Et de ce côté-là... Est-ce qu'en RDC, le gouvernement congolais joue pleinement son rôle? Non, il y a beaucoup de failles. Il y a beaucoup de failles. Mais pourquoi cela? Parce que nous sommes au-dessus quand même de la loi. Et quand on parle de la loi, on voit quand même le gouvernement, l'État congolais. Justement, c'est là nous demandons au gouvernement. Les efforts sont progressifs. Ouais. Il faut pousser les gouvernements à le faire et c'est notre rôle. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Chaque fois dénoncer les injustices pour que là où le gouvernement était distrait, qu'il s'en saisisse et qu'il revienne et qu'il jette un coup d'œil pour réglementer, pour améliorer les choses. Ce qui n'est pas bon, c'est que parfois il n'y a pas de cadre institutionnel. Ah, il n'y a toujours pas ce cadre-là en RDC, malgré plusieurs fois vous êtes monté quand même au créneau pour demander ce cadre. Tout à fait. Est-ce que ça n'existe toujours pas? Cadre du dialogue social, ouais. Ça n'existe pas. Et quelle est la crainte du gouvernement de ne pas instituer nous ne le savons pas. Ce cadre de dialogue? C'est là où nous disons qu'il y a des efforts à faire parce que la tripartite a déjà, il y a 5 ans, opté pour qu'on puisse restaurer ce cadre-là. Mais les acteurs qui sont en place, notamment celui qui a le travail en charge. Le ministre du Travail, le ministre du Travail, je veux dire. Okay. Parce que nous avons commencé cette situation-là sous l'égide, je pense, de Madame Néné Nkoulou. Et tous les ministres qui se sont succédés n'arrivent pas toujours parce que c'est sectoriel, c'est dans leurs attributions. C'est là que nous interpellons Et actuellement, on a Ferdinand Massamba qui est ministre du Tout Travail. À fait. Donc, mais qu'est-ce qu'il craint aussi? Je ne sais pas, parce que moi, je ne sais pas, je pense que nous non, peut-être parce que vous échangez de temps en temps avec eux, vous avez une idée de leur crainte. Non, moi, on ne peut pas avoir une crainte dans un État, on ne peut pas avoir peur de régler des situations. Parce que ça, ce serait une peur qui ne se justifierait pas. Et ce cadre de dialogue-là, va servir à quoi? C'est un cadre pour prévenir les conflits, pour prévenir les problèmes, pour prévenir les grèves, pour prévenir des grèves. Oui. On va éviter les grèves de temps en temps, notamment dans les secteurs de l'enseignement. C'est comme pourquoi les gouvernements se réunissent chaque vendredi. Les conseils des ministres. Les conseils des ministres. C'est pour évaluer les actions du gouvernement. Prévenir certaines situations. Justement. Parce qu'entre le temps où on a décidé, où on a pris une décision et son exécution après, il peut y avoir des oublis, il peut y avoir des écarts, il peut y avoir des négligences, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est pourquoi les cadres institutionnels servent à évaluer les décisions et à suivre les mesures qu'on a prises précédemment. Et ici, en République démocratique du Congo, nous avons un seul cadre qui est fonctionnel et même un peu difficile, c'est le Conseil national du travail. Fonctionnel, un peu difficile. Difficile parce que par an, il est prévu que chaque année,
on doit avoir au moins, Combien? la loi dit au moins moins. 2 conseils nationaux Au du moins travail. 2 Au conseils. moins. Mais il arrive qu'on fasse même 1 année, 2 ans, 3 ans sans conseil national du Et travail. qui doit être Et- tenu comme responsable de cette situation? mais c'est le gouvernement. Ah, c'est le Parce que gouvernement à travers son gouvernement- ministre. Bien sûr, c'est le Donc, c'est le gouvernement qui convoque. ministre Ferdinand qui ne fait pas correctement son travail. Je parle du gouvernement, Ah, du je ne vais pas doiter l'individu. Non, mais ou- parce que le ministre, le gouvernement agit à travers son ministre Mais, sectoriel. bien sûr, mais Et là, on voit le ministre travail. non, notre partenaire, ce n'est pas le ministre Ferdinand, c'est les gouvernements. Parce que le ministre Ferdinand représente les gouvernements. Il ne se représente pas lui-même. Ce n'est pas à titre individuel qu'il est là. Il est là pour représenter les gouvernements dans le secteur. Okay. C'est pourquoi, dans notre langage, pour être professionnel, je Pareil, parlerai du du gouvernement okay. et non du ministre comme individu. Voilà. Ouais. Donc, dans ce sens-là, je dis, c'est les ministres, et ça n'est pas que lui. Je parle de toute la succession des ministres. C'est quand je parle ici, je parle par rapport à la question, à la période. Donc, pendant tout ce temps, les gens, les ministres qui passent par là, ont vraiment des soucis pour convoquer les conseils nationaux du travail. Et même là, les conseils nationaux du travail ne peuvent pas aussi traiter tous les problèmes. Et qu'est-ce que les conseils traitent alors? Les traits, normalement, les conseils, c'est un conseil pour les normes. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on veut prendre une décision, une loi, un arrêté, une ordonnance, un décret qui a pour objet impacter sur le vécu des travailleurs, c'est-à-dire soit les travailleurs doivent cotiser, soit ils doivent payer, soit les employeurs doivent payer. Il est dit que cette loi doit passer par le Conseil national du travail. C'est comme ça qu'on va, par exemple, pour négocier les salaires, on va là-bas. Pourquoi? Parce que quand on doit fixer les salaires, ça signifie que les employeurs doivent payer. Ouais. Et comme ils doivent payer, ça doit passer par là. Ça signifie aussi que les travailleurs vont gagner cet argent, donc ça doit passer par là. Là, c'est un décret qu'on va préparer, c'est une norme, c'est là. Il y a des matières bien définies bien dans ce définies. conseil-là. Mais toutes les autres matières, par exemple, examiner l'état d'avancée. Elles doivent se traiter où? Ces matières-là. Justement, il faut créer ces cadres-là, que nous appelons cadre du dialogue social, pas cadre permanent du dialogue social. Cadre permanent du dialogue social. Oui, ouais. Parce que vous vous souvenez, madame, plusieurs fois, vous entendez le secteur du commerce, grève. Vous entendez l'enseignement, grève. Vous entendez les routiers, poids lourds sur le route de Matadi, grève. Vous entendez les médecins. C'est devenu un peu une routine. Alors, vous voyez donc, c'est disparate. Et chaque fois, les gouvernements, les gens grèvent, ils appellent ces groupes-là. Venez, qu'est-ce qu'il y a? Ça, comme dernièrement, on a vu, ça s'est passé avec les chauffeurs à Kinshasa. Tout à fait, ça c'est la gestion des conséquences. Or, aujourd'hui, dans la gestion moderne, c'est la gestion préventive. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a moyen d'éviter ces grèves. Il y a moyen de les éviter, il y a moyen de les précéder avant qu'elles n'arrivent. Il y a moyen. Et ça, il faut créer un cadre dans beaucoup de pays. Et madame, pour votre information, en Afrique, le premier pays qui a lancé le cadre du dialogue social, c'était la République démocratique du Congo, à l'époque de Mouzito. À l'époque de Mouzito, Adolphe Mouzito, Premier ministre, actuellement ministre du budget. Voilà. Et les autres pays africains n'avaient pas encore ça. Dès que nous avons lancé ça, le Sénégal nous a copié, les autres pays nous ont copié. Et nous, quand M. Matata Ponyo est devenu Premier ministre en 2012, il a supprimé. Ah, donc le problème, c'est Matata Ponyo qui a supprimé ces cadres-là. Tout à fait. Il a supprimé. Donc depuis Matata, sur base des humeurs, parce que reprochait-on, il y avait un problème, un dossier de conflit de Marsavouko. Ah oui, on va se rappeler ce conflit-là. Tout à fait. Donc, vous voyez, à cause d'un événement, vous dissolvez toute une structure. Je pense qu'il y a lieu de réparer, de cerner les problèmes à ce niveau-là, de les régler, au lieu de supprimer toute une structure à cause des émotions de certains employeurs qui ont influencé. Du temps de Matata, c'était seulement des humeurs où il y avait une main qui a quand même influencé bien sûr, le comportement toutes les décisions du monde, madame, sont toujours influencées d'une façon ou d'une autre par des groupes d'intérêt. Ce sont des employeurs. Oui, c'était les employeurs.
je me rappelle, il y avait... que ces cadres-là étaient en danger pour eux. Et il y avait un conseil de l'ancien président de la République, Maître Mbouy. Un conseiller de Joseph Kabila Kabongé. Oui, Maître Mbouy, je pense son nom, si je n'ai pas oublié, qui était aussi l'avocat de Marsavouko. Ah, ok, il a usé de sa position. Il a usé de sa position à cause de tous ces conflits. Il y avait des dédommagements qui étaient faits et les bénéficiaires n'en avaient pas vu. Et avec toutes les magouilles politiques que vous connaissez, oui, mais des magouilles continuent. Oui, ça continue, mais je dis que la situation que vous évoquez, c'était sous Kabila. Et donc, ils ont influencé le gouvernement, bien sûr, derrière. Quand je cite cette entreprise-là, derrière, il y avait d'autres buts avec tous ces conflits. C'est comme ça qu'on a dit non, on supprime ces cadres pour éviter, parce qu'on exerçait la pression en ce moment, pour qu'on puisse dédommager. Un cadre de pression contre les employeurs au bénéfice de travailleurs. Ce cadre-là, je vous ai dit, c'était pour prévenir les conflits, pour régler les conflits et pour prendre des mesures préventives par rapport à des situations qui peuvent arriver. C'est le rôle de ces cadres-là et il n'y a aucune institution dans le pays qui a ces prérogatives. Et aujourd'hui, votre plaidoyer sous Tshisekedi, c'est que... C'est toujours de relancer parce que les décrets, ça a été voté depuis 2017-18, qui était proposé au Conseil national du travail. Normalement, quand une décision est prise au Conseil national du travail, ça doit passer, c'est soit une ordonnance, soit un décret, soit un arrêté, et c'est le gouvernement qui doit faire la mise en œuvre. Est-ce que lorsque vous partez au rendez-vous de Genève, vous avez toujours évoqué cette question? Nous avons évoqué ça dans tous les conseils. Il n'y a pas de mesures contraignantes contre les pays? Non, il n'y a pas de mesures, on ne peut pas vous imposer, nous sommes un pays souverain. Et les acteurs sont responsables. Je ne vois pas comment un gouvernement doit attendre qu'on lui impose pour faire ce qu'il a accepté. Parce que dès lors qu'on avait mis ça à l'ordre du jour, je vous rappelle qu'au Conseil national du travail, il y a 12 ministères qui sont représentés. 12. Il y a le ministre du Travail, de l'Économie, des Finances, de Transport. Donc, il y a plusieurs ministères. 12 représentés à chaque Conseil national du travail. Et donc, le gouvernement fait partie est partie prenante à toutes ces décisions et ça ne peut pas être remis en cause par la suite. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Un pays ne peut pas se développer si l'éducation est écartée. Donc, l'éducation est à la base, et même le socle de tout changement. Vous allez comprendre avec moi que le ventre enfamé n'a pas d'oreille. Un enseignant qui touche 300 000 francs, 400 000 francs, et qui paye le loyer, par exemple, à 100 $, s'il touche 300 000 francs et qui paye le loyer à 100 $, il faut s'imaginer combien reste à cet enseignant. Et il aura des problèmes. Donc, moralement, mentalement, il n'est pas stable. Il n'est pas enseigné. Il n'est pas stable. Moralement, il n'est pas stable. Bien que c'est une vocation, mais je pense que ce qu'il va transmettre, il va le transmettre avec faiblesse. Ce n'est pas qu'il n'est pas à la hauteur, ce n'est pas qu'il n'a pas le niveau. Il a le niveau, mais peut-être que la motivation ne lui permet pas de faire tout ce qu'il peut faire. Il a un niveau, mais il est des fois démotivé. Quand je parle de la motivation, je vois les salaires qu'il faut donner à la personne qu'on appelle enseignant. On doit chercher aussi de former les élèves spécialistes dans les domaines X, Y. Bien évidemment, adapter ça à la réalité du pays. Si le contenu est volumineux et que l'enfant, c'est ça, dans l'incapacité de tout garder. L'État congolais, qui est le véritable sponsor du système éducatif, et celui qui est à la base de tout changement, il doit voir les choses. L'État congolais doit avoir l'œil regardant sur le système éducatif et la personne qu'on appelle enseignant. Que celui-là, l'enseignant, bien évidemment, qu'il soit motivé bien pour qu'il donne le meilleur de lui-même. C'est ce que je peux avoir comme le mot à toutes les autorités. La République démocratique du Congo a célébré la Journée mondiale du travail autour du thème principal « Travailler dans la dignité, défendre la justice sociale »
préserver la nation. Et le thème national, uni et solidaire pour la résilience en République démocratique du Congo. Prenant la parole, l'intersyndicale a mis en lumière les préoccupations persistantes des travailleurs, notamment la question du SMIC dont le dernier palier est fixé à 21 500 francs congolais. Elle a également dénoncé des cas de licenciement jugés abusifs, y compris dans certains établissements publics, en dépit d'avis défavorables émis par l'inspection du travail. Les impressions, c'est que d'abord, nous avons regretté le retard avec lequel la manifestation, voilà, on termine à 16 h. C'est la toute première fois. Alors, deuxièmement, nous avons dénoncé dans le pays l'inapplication du SMIC et nous demandons que le président de la République puisse recevoir les syndicalistes parce que nous avons écrit sur beaucoup de choses. Je ne sais pas vous résumer ça, comme nous sommes en train de parler là. C'est difficile de vous résumer tout, mais tout ce que nous savons, il y a tellement beaucoup de problèmes dans les entreprises, dans la désignation des mandataires, dans la gestion des entreprises, dans la gestion, dans la gouvernance du pays. Il y a des choses que nous voyons, il y a des choses que nous remarquons. Nous avons plusieurs fois écrit, ça ne change pas. Peut-être qu'il faut que nous puissions voir le président de la République et lui proposer, parce que nous savons que le président de la République a une oreille très attentive à ce qui concerne le monde du travail. Mais malheureusement, on ne lui a jamais donné l'occasion de nous recevoir. Il veut nous recevoir, mais son protocole ou au niveau du cabinet, de son cabinet, nous n'avons pas toujours l'accès pour pouvoir parler au président parce que nous avons même une feuille de route qu'on voulait proposer pour voir comment on peut transformer le monde du travail. Dans son mot, le ministre de l'Emploi et du Travail Ferdinand Mansamba a réaffirmé la détermination du gouvernement congolais à faire respecter les normes du travail sur l'ensemble du territoire national. L'amélioration du pouvoir d'achat demeure au cœur de l'action du gouvernement. C'est dans cet esprit que le Conseil national du travail a été convoqué sur la question du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC. Et à l'issue de ce processus, le nouveau SMIC a été fixé à 14 500 francs congolais et à 21 100 francs congolais, comme l'indique le décret. Cette mesure constitue une avancée sociale importante et traduit la volonté du gouvernement de protéger le revenu minimum des travailleurs et de soutenir le ménage. Présent à cette cérémonie, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani, représentant personnel de la première ministre, a transmis le vœu du gouvernement à l'ensemble des travailleurs congolais. Il a également réitéré l'engagement du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi en faveur de l'emploi décent et de l'égalité des chances. En présence de nombreuses personnalités politiques et administratives, des partenaires sociaux, du corps diplomatique, ainsi que de diverses couches socio-professionnelles, la République démocratique du Congo, à travers la chancellerie, a procédé à la décoration de plusieurs syndicalistes pour leurs loyaux services rendus à la nation. Dans le lot, le fondateur de la Confédération démocratique du travail, Chimpangi Landomba, ainsi que son président actuel, Guy Koukou Jedila. Monsieur Koukou Jedila Guy. Alors, Guy Koukou, la célébration de la journée mondiale du travail, la question que plusieurs Congolais se posent, c'est autour un peu de l'organisation. Les Congolais étaient habitués, ce grand jour dédié aux travailleurs, des défilés étaient organisés à travers les pays, à Kinshasa, qui vibrait d'une manière exceptionnelle, mais depuis un temps, c'est une célébration qui est un peu réduite dans des salles, et c'était encore catastrophique. Cette année, on a vu que les travailleurs n'étaient pas du tout contents de l'organisation. Alors dites-nous, vous étiez là avec votre CDT et autant d'autres syndicats, qu'est-ce qui se passait?
Oui, je pense qu'il y a eu d'ailleurs, pour votre information, nous sommes allés voir le secrétaire général et on a parlé même avec les ministres. Nous, on ne voulait même pas aller dans cette célébration parce qu'il y a eu un sabotage. À Kinshasa, c'était quand même dans l'enceinte c'était du palais un du sabotage, peuple. Un sabotage. Pour nous, les travailleurs. Pourquoi sabotage? Madame, vous pouvez imaginer, dans tout le monde entier, c'est une journée de liberté. Ouais. C'est une journée d'expression. Généralement, ça s'est fait en plein air. Ouais. Ou dans on parle des travailleurs, en commençant par le président de la République, qui est travailleur, tous les travailleurs. D'ailleurs, nous, on attendait le président de la République sur la scène, parce que depuis que le président a accédé à la magistrature suprême, oui. Le président Antoine Félix n'a pas encore célébré avec les travailleurs. Le président Félix... Les travailleurs qui mobilisent quand même des fonds, n'a pas encore... mobilisent des recettes pour les pays. Pour aider Félix Tshisekedi à matérialiser sa vision, ce sont les travailleurs. Tout à fait. Le président de la République n'a pas encore reçu les représentants des travailleurs. Ah, depuis qu'il est là. Depuis que le président est là. Or, nous pensons que nous sommes les alliés. Quand le président donne un programme, son programme d'action est exécuté par qui? C'est par les travailleurs. Les routes sont construites par qui? Par les travailleurs. Lui-même, Félix Tshisekedi, travailleur. Oui, ouais. Et même qui finance les gouvernements? Ce sont les travailleurs, pour votre information, madame, les impôts. Les impôts qu'on prélève sur les salaires des travailleurs servent à quoi? C'est pour financer. Donc, nous sommes partenaires du gouvernement. Le gouvernement ne peut pas recevoir que les partenaires mondiaux, les ceci. On va chercher des millions aux États-Unis, à la Banque mondiale. Mais on oublie les milliards, je dis les milliards que les travailleurs cotisent chaque mois à notre gouvernement. Nous finançons. Quelle est la contrepartie? Pourquoi le président ne peut pas recevoir... D'abord ce jour-là. Non, je dis honorer peut-être son agenda. Mais on peut... Mais le président est de bonne foi parce que, une fois, le président a vu notre représentant, notre collègue Kiyangi. Fidel Kiyangi. Il l'a vu. Il l'a appelé. Il était avec son directeur de cabinet et son protocole. Il a dit organisez-moi un rendez-vous. Oui. Organisez-moi un rendez-vous avec les travailleurs. S'il vous plaît, est-ce que je peux terminer? Il a dit organisez-moi un rendez-vous avec. Parce que ce n'est pas les chefs qui organisent ces audiences. Il y a des services qui organisent ces audiences. Mais par la suite, rien du tout. Alors, est-ce que là, vous voulez confirmer cette information reçue où on dit que le directeur de cabinet bloque quand même ce rendez-vous des travailleurs avec le président de la République qui est disponible à recevoir les travailleurs? En tout cas, moi, je vous donne les faits. Je ne dis pas que le directeur de cabinet bloque ou ne bloque pas, mais je vous donne les faits. C'est du vécu, ce que j'ai dit, je suis à la télé. Oui, c'est vérifiable. Il est prêt à recevoir le travailleur. Le président a promis de nous recevoir plusieurs fois, par plusieurs canaux, mais les services n'alignent pas. Or, nous sommes les représentants des travailleurs élus. Nous sommes autant élus que les députés, nous sommes élus. Les représentants des travailleurs. Oui, élus. Je dis bien élus à travers la République. Combien de syndicats? Les 12 syndicats les plus représentatifs sont les syndicats issus des élections. Ce n'est pas quelque chose pas quelque chose décrété par nous. Non, on fait les élections pour désigner les représentants des travailleurs, ceux qui doivent porter et aller. Et on nous donne les mandats pour aller discuter avec le gouvernement. Mais quand nous venons sur la scène, il y a des élus qui semblent être plus privilégiés que ceux des travailleurs. Or, les vrais élus, ceux qui contribuent, qui donnent à l'État les moyens, l'argent, ce sont les employeurs, ce sont les travailleurs. Parce que chaque mois, nous cotisons. L'argent, on nous prend des impôts pour financer notre gouvernement. Et à ce titre, nous avons les droits d'être reçus. Parce que nous devons donner aussi notre point de vue sur la gouvernance du pays. Nous devons donner notre
point de vue sur la manière dont certaines décisions sont prises. Nous devons donner notre point de vue de la manière dont on est en train de dilapider dans certaines entreprises, madame, les moyens des sociétés. Beaucoup de sociétés sont en train de tomber en faillite parce qu'il y a des individus. Ah, il y a des individus qui sont là. Ils ont, le chef de l'État leur a fait confiance, arrivé à la tête des entreprises, ils sont dans des magouilles. Vous avez ils ces sont informations. Mais madame, qu'est-ce que vous voulez mettre ces informations à la disposition du président de la République? Non seulement on a des informations, mais nous sommes des acteurs, madame. Est-ce que là, vous voulez dire que vous nous sommes des acteurs, des partenaires privilégiés? Si Félix Tshisekedi veut lutter contre la corruption, il doit faire de vous des alliés. Des alliés. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à ce jour. Madame, dans toutes les entreprises, tous les actes de gestion passent par les travailleurs. Tous les actes de gestion, quand on prend une décision, même une lettre pour aller déposer, c'est un travailleur qui doit aller déposer. Pour faire sortir les finances, c'est un travailleur qui sont dans les services. Pour la comptabilité, ce sont des travailleurs qui sont dans les services. Ça ne peut pas nous échapper. Ça ne peut pas. Parce qu'en haut lieu là, justement, on met des barrières. Pourquoi? Il y a des choses que les gens ne veulent pas que ça filtre. Bon, c'est d'ailleurs la question que j'allais poser. Hein. Si le président de la République est disponible, il veut vous recevoir et qu'on ne vous facilite pas la tâche, pourquoi cette barrière au niveau du cabinet du président de la République? Non, moi je dis, je n'incrimine pas les services les cabinets du président. Mais vous m'avez posé une question. Vous dites pourquoi on ne vous a pas reçu. Oui, je dis que ceux qui doivent organiser, c'est à ce niveau-là. Oui, non, mais c'est connu. C'est à ce niveau qu'on doit organiser. Et nous-mêmes, on a écrit plus de 1000 fois des lettres, des demandes d'audience, des mémos, des c'est que le problème, c'est au niveau de son cabinet. Depuis, ça ne passe toujours pas. Alors pourquoi ce n'est pas, non, ce n'est pas seulement avec le DIRCAB actuel. Ah, c'est depuis. C'est depuis la succession de tous ces... La succession de tous ces... Parce que vous êtes en train de dire que depuis que Félix Tshisekedi est président... Oui, madame. Donc c'est depuis Caméré qu'on ne veut pas que le travailleur rencontre. Tout à fait. C'est pour cela que je vous dis... Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Je dis, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, c'est les constats que je donne. Donc, je ne sais pas pourquoi. Or, nous sommes les alliés naturels du président. Certainement que vous viendrez à les alliés naturels du président. D'abord, son parti, c'est un parti du progrès social. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Voilà. Et donc, dans tous les pays du monde, elle nous a dit qu'il doit concrétiser dans tous les pays du monde, le peuple d'abord. Les socialistes coopèrent toujours avec les syndicats. Dans tous les pays du monde. Donc, aucun vous nous révélez que ce n'est pas le cas en RDC. Aucun parti social ne peut arriver au pouvoir sans associer les syndicats, sans approcher les syndicats. Ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, même dans notre pays, qui donne la paix sociale au pays? Vous êtes là avec tous les problèmes que nous avons dans les pays. Si les syndicats étaient de mauvaise foi, qu'est-ce qui allait arriver chaque jour? Qu'est-ce qui allait arriver? Nous gérons les frustrations que les politiques ne gèrent pas. Nous gérons des revendications. Nous gérons, nous canalisons, nous calmons. Vous avez parlé hier, hier à la manifestation. À la manifestation. D'ailleurs, d'abord la question de savoir pourquoi cette fois-ci on ne vous a pas autorisé de célébrer cette journée dans l'enceinte. On nous a interdit, le palais du peuple. Ouais. Ça s'appelle palais du peuple. Mais on vous a interdit. Le palais des citoyens congolais. Ouais. Dans notre propre pays. Aimé Boji n'a pas autorisé cette célébration de la journée de travailleurs, alors que est aussi travailleur. Laissez-moi donner toutes les précisions d'abord, madame. Journée fériée, ça signifie qu'aucune institution ne pouvait fonctionner. Et donc, les salles sont libres. Là, au palais du peuple, on a mis une interdiction pour nous. Pour nous, les travailleurs, alors que nous sommes aussi les représentants du peuple. Les travailleurs font partie du peuple. On a refusé que vous accédiez dans On a refusé que nous accédons dans cette salle. Des congrès. Et là, une salle qui a été construite avec nos contributions, nous les travailleurs. Nous ne sommes pas les bienvenus pour aller là-bas, au palais du peuple. On nous a donné un chapiteau.
Qui ne contenait même pas tous les travailleurs parce que j'étais là. J'étais là, j'ai vu l'organisation, c'était quand même catastrophique. Le 1er mai, c'est des millions de travailleurs. On nous réduit dans une petite salle qui doit avoir, je pense, si c'est 1000 personnes ou 1500 personnes, je ne connais pas la capacité. Non, mais elle était petite. Et la majorité des membres étaient dehors. Nous étions très... D'ailleurs, nous aurons une évaluation. On a décidé, on va faire une évaluation au niveau de l'intersyndicale pour voir si on devra continuer à célébrer la manifestation avec les membres du gouvernement ou nous devons désormais aller... Non, je vous dis, c'est sérieux ce que je vous dis. Et hier, il faudra signaler que les travailleurs étaient quand même fâchés. La résolution... Une manifestation qui devait commencer à 9h. Les ministres du Travail, ministres de l'Intérieur ont débarqué à 15h, je pense, 14h, non, 15h. vers 13h, 13h et quelques. 13h. Et il y a eu des protestations. Ils ont été même hurlés, hein, madame, monsieur. Laissez-moi vous dire que lorsque Jacqueline Chabani est arrivée et le ministre du Travail, Fernand, je donne quand même l'information aux Congolais qui nous suivent, on a hurlé sur eux. Les travailleurs étaient fâchés. Certains sont même partis. Vous étiez là. Oui. Vous étiez dans la salle. Moi, j'étais à l'extérieur. La majorité des travailleurs sont même sortis parce que excédés, ils étaient là depuis 7h30, 8h pour essayer de prendre des dispositions. Et en cette attitude aussi, vous ensuite, mais écoutez, c'est la raison pour laquelle je vais donner. Je dis, nous allons évaluer. Parce que pour nous, nous pensons que ce qui doit protéger les travailleurs, c'est nous. Ce qui doit les défendre, c'est nous. Nous trouvons inacceptable qu'une journée où ils doivent venir, on dit fête du travail. 1, on les exclut. Pour entrer dans cette salle, il faut une invitation. 2, c'est limité. Tous sont venus, ils restent dehors sous le soleil, sans chaise, sans un endroit pour se reposer. De 8h, j'ai dit, hier, la manifestation, parce que moi, j'ai vu certains à 7h là-bas. La manifestation s'est terminée à 16h09. Pour la première fois. Pour la première fois. Tout le monde fatigué. Tous les travailleurs fatigués. Et il n'y a pas de place. Debout, ils ont commencé à hurler. J'ai entendu plusieurs quand même travailleurs dire c'est un manque de considération. Tout à fait. C'est un manque de considération tout à fait. Pour ces personnes qui mobilisent les recettes. Nous avons exprimé cela au ministère du Travail, au ministre du Travail. Ferdinand Massamba ou Amassamba, ça s'est passé. Ce n'est pas normal que ceux qui construisent les routes pour le pays, ceux qui construisent même tous ces bâtiments-là, qu'on a là, les bâtiments du gouvernement, ce sont les travailleurs, et qu'en ce jour-là, on dit, comme à l'époque de Jésus, quand il est né, on dit, il n'a pas eu de place pour naître. Pour lui, il n'y en avait pas de place. Donc, nous qui construisons, c'est très choquant, et ça, même au niveau de tous les pays, c'est une marque de ne pas considérer les mains qui travaillent comme une valeur comme ceci. Mais heureusement, le chef de l'État, quand même, nous a récompensé. Alors, nous allons parler de ça juste après ces dossiers. En ces jours d'hommage à l'enseignement, nos pensées les plus solidaires vont aussi à l'endroit de nos sœurs, frères et enfants, ainsi qu'à toutes les communautés éducatives dont les braves enseignants qui, dans les régions de l'Est de notre pays, subissent les affres de l'insécurité et des violences causées par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. En dépit de cette situation, les enseignants des zones sous occupation continuent à entretenir les flammes de la transmission du savoir au péril de leur vie. Nous leur adressons un message de soutien, d'espoir et de fraternité. Il va sans dire que l'enseignement est une arme de paix, un rempart contre l'ignorance et un chemin vers la liberté. C'est ici l'occasion de rendre hommage mérité à certains de nos éminents maîtres, aînés et collègues qui nous ont quittés. Le professeur Malembe, Abata Diabar, Mathieu Mazinga, Machini Charlet, Kandoni Ngouai, Mutombo Kiamakosa, Lenge Mouchia, Ediba Yengema, Kalenga Jeanne, Zomboama Alphonse, Kanga, Manouana, Jean-Pierre, que leurs âmes puissent trouver le repos éternel. Nos hommages s'adressent également au personnel scientifique pour son accompagnement précieux et la qualité de l'encadrement assuré au bénéfice de nos étudiants, au personnel administratif, technique et ouvrier pour leur participation et dévouement
à la formation de la jeunesse estudiantine, aux étudiants porteurs d'espoir et ambition de demain pour un Congo plus beau qu'avant, aux parents, aux partenaires éducatifs et aux autorités dont le soutien constant est indispensable à notre mission collective. Que vive l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Que vive la République démocratique du Congo et son président. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'ADI a fait sa part. C'est lui de dire qu'il y a insécurité, qu'il y a ingérence pour des raisons partisanes et que nous devons nous battre pour sécuriser la population. Comme la démocratie a sa dictature, il y a eu une motion incidente soulevée par un professeur de droit de surcroît. Une motion, déjà que nous avions initiée, va se faire buter à une autre motion, ce qui est inconcevable. On commence d'abord par épuiser la première motion avant d'entamer une deuxième motion. Parce que lorsque la politique entre, le droit sort par la petite fenêtre. Et ce qui s'est passé, ça vous surprend quand même? Non, de toutes les façons, rien ne me surprend. Nous avons dans la vie, soit on atteint l'objectif, soit on n'atteint pas. Mais s'il faudrait que je me demande est-ce que j'ai échoué, je pense pas que j'ai échoué. Au moins j'ai relevé qu'il y a de véritables problèmes. Il y a de véritables problèmes qu'il faudrait faire pour assurer, qu'il faudrait résoudre. Ces problèmes doivent être résolus à la base afin de pouvoir sécuriser la population. Le plus important, c'est la sécurité de la population. Les restes, ça importe peu. C'était pas une motion contre la personne de Jacquemin, non. C'était une motion pour la sécurisation de la population afin de mieux faire le travail et arrêter l'immixtion du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire ou encore le pouvoir législatif. Je vous remercie. N'a échoué pété. N'a échoué parce que au moins, boyebi que à partir il y a siko awa bako bunda pour que ba sécuriser la population. Je ne pense pas que Bayoki te Bayoki. Merci. Alors Guy Coucou, une particularité de cette journée, bien que les travailleurs étaient quand même déçus, c'est voir plus de 20 syndicalistes honorés par la République. Vous avez été décorés et dans ce lot, on a vu Guy Coucou parmi ces personnes honorées par la RDC. Comment est-ce que vous avez perçu ce geste de la République envers vous? Non, d'abord, vous me donnez, merci beaucoup pour cette occasion. Vous nous donnez l'occasion, au nom de tous nos collègues, au nom de tous les travailleurs, de remercier le président de la République. Parce que le commandant suprême des ordres nationaux, c'est le président de la République. C'est lui qui accepte de reconnaître les efforts de toutes les personnes. Et je pense hier, dans notre discours, nous l'avons dit que le chef de l'État peut compter sur nous, les organisations syndicales. Nous voyons sa détermination, sa volonté à vouloir récompenser tous les secteurs de la nation. Et comme vous l'avez dit, pour la première fois, on a récompensé même les syndicalistes de 1960-65. Les Boboliko, les Kikongi, les Chimpangila. Chimpangila, c'est celui qui a commencé la Confédération démocratique du travail. Votre syndicat. Mon mentor. Donc, qui a été honoré. Oui, qui ont été honorés. Combien d'années après, madame? Combien d'années? Déjà, il faut signaler que Guy Coucou lui-même a déjà plus de 30 ans dans ce mouvement, défendre les intérêts des travailleurs. J'ai commencé trop jeune. Quand j'ai commencé, j'avais encore 25 ans. 25 ans. J'ai commencé le mouvement syndical à 25 ans. Et donc, j'ai grandi là-dessus. Je suis en train de vieillir là-dessus. Alors, vous aviez reçu, les gens se posent la question, mais finalement, décoré, c'est devenu un peu une bonne musique sous Tshisekedi. Vous vous réjouissez. Qu'est-ce que cela vous apporte? Non, ce n'est pas une réjouissance. La décoration, c'est une reconnaissance, une marque de reconnaissance. Là, j'ai lu cet écrit. Et là, c'est le pays. Hein, c'est le pays qui reconnaît à ses fils et à ses filles des bons et loyaux services rendus. Parce que nous, en ce qui concerne, parce qu'il y a eu des employeurs qu'on a décorés, il y a eu les travailleurs qu'on a décorés. Les travailleurs, ils ont investi, ils ont créé des emplois. Ils ont payé des taxes, comme j'ai dit.
au gouvernement. Ils ont contribué à l'essor économique de notre pays. Les travailleurs, nous avons donné de nos mains. Nous avons travaillé avec nos mains. Nous avons défendu les valeurs du pays, les valeurs du travail. Nous avons honoré, nous avons œuvré à ce que le travail soit reconnu comme non seulement un droit et aussi un devoir, mais aussi comme une valeur pour notre nation. C'est nous qui sommes en train de donner la fierté aux travailleurs pour dire non. Donc, ce que vous voulez faites, dire aux Congolais que c'est une décoration méritée? non, c'est décoré, c'est mérité. C'est Parce que vraiment là, mérité. on ne sélectionne pas n'importe qui. Il y a des critères. C'est toute une commission. Les gouvernements, les services de sécurité, les employeurs, les travailleurs, en ce qui concerne notre cas. Et là, il y a des critères qu'on fixe. Ce n'est pas une faveur. Et la CDT a vu combien de ses membres être décorés? La CDT a eu 4 membres. 4 membres. Non, 5 membres plutôt décorés. Il y en a eu 2 à titre posthume et 3 qui sont encore là. Et là, ça se passe sous votre mandat en tant que président de la Confédération démocratique du travail? Bien sûr, c'était sous mon mandat en tant que leader de l'intersyndical d'abord, parce que nous avions fait ça l'année passée. Ah, l'année passée, ça a raté l'année passée? Ça a raté parce que le chef de l'État à ce moment-là devait venir, comme cette fois il devait venir, mais à la dernière minute, il avait une mission pour le pays, comme vous savez, avec la guerre de l'air. À tout moment, le chef est sollicité. Il n'a pas eu le temps. Même cette fois-ci, il devait être avec nous. Nous savons qu'il y a eu d'autres urgences à la dernière minute. Alors, voilà ce jour-là, pourquoi nous sollicitons que le chef nous reçoive. Nous voulons aller lui remercier, de vive voix, lui apporter notre gratitude, notre soutien, notre reconnaissance pour son action. Et il peut compter sur les travailleurs. Alors, ce jour-là, vous avez remis aussi un cahier de charges. Et qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir? Parce que les travailleurs ont plusieurs questions qui sont en train de se poser, notamment celles liées à l'application du SMIC. Tout à fait. Et dans notre revendication, il y a 3 grandes revendications principales pour les fonctionnaires de l'État et pour ceux qui sont dans le monde privé. Ceux qui sont dans le monde privé, nous avons demandé l'application totale et effective du SMIC. Le SMIC, l'arrêté existe déjà. Le décret. Le décret, pardon. Le décret existe. Le décret existe, mais il y a certains employeurs réfractaires. Et il y a certains employeurs réfractaires que nous appelons les employeurs rebelles. Et je pense que tous ceux qui sont réfractaires à la loi doit s'en occuper. Parce que nul n'est au-dessus quand même de l'État congolais qui dit le décret, on voit le gouvernement congolais. Tout à fait, madame. Alors, signé par la première ministre. Donc, tout le monde doit se plier, comme lorsqu'on lit la Bible, on dit c'est le oui, amen. Hein? Tout à fait. Non, pas les amen. Parce que la particularité de ce décret ou du SMIC, c'est quoi? C'est pas madame la première ministre qui l'a fixé. Oui, c'est pas lui. C'est les employeurs, les travailleurs et surtout les travailleurs qui ont fixé. Madame la première ministre, son décret ne fait que formaliser ce que les partis se sont entendus eux-mêmes. C'est pas elle. Oui, c'est-à-dire que personne n'est pas appliqué ça. Justement. Mais c'est que nous voyons quand même en RDC ça. Justement, c'est un groupe d'employeurs qui est en train de faire, parce que d'autres appliquent. Il faut les reconnaître, parce que nous ne pouvons pas mettre tout le monde dans les mêmes sacs. C'est qu'il y a des gens qui sont derrière ces employeurs. Il y a, bon, pas nécessairement les gens, mais ce sont des intérêts. Vous savez, dans notre pays, il y a des catégories de travailleurs qui sont dans le secteur de la sous-traitance. Ces gens-là vivent de l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est-à-dire ils vendent des services, les gens vendent des services sous leur bannière, c'est-à-dire leurs organisations, on paye ces services et eux viennent repayer ceux qui ont travaillé effectivement. Donc, eux sont comme des commissionnaires du travail, mais la particularité ici est que eux, les commissionnaires, ils prélèvent plus que ceux qui travaillent. C'est-à-dire, si on vous paye, vous, l'entreprise vous paye $800 ou $1000, eux, ils prennent. Donc, au lieu de payer directement aux travailleurs là, on paye à cette structure-là de la sous-traitance. Et la structure vient, il vous paye, vous, $250, $300, $200. Et en ce moment, vous voyez la partie qui reste là, c'est lui qui gagne. Et ce sont généralement ceux qui sont
dans cette... C'est qu'il faudra alors arrêter les sous-traitances en RDC. Ça, Oui, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Normalement, je vous donne un exemple. J'ai la vidéo, je peux vous donner. Oui. Au Gabon, on a supprimé ça. Les sous-traitances. J'ai la vidéo. Le président du Gabon a appelé tout le monde. Un jour, j'ai la vidéo, je peux vous la donner. Il dit il ne veut plus entendre de ça. On doit valoriser les Gabonais. Ouais. Vous venez, il a dit clairement, vous venez. Vous avez une activité principale. Vous mettez ça en sous-traitance. En quoi vous restez cette entreprise-là? Vous ne pouvez pas venir. Je dis comme vous venez par exemple comme un opérateur. Vous dites moi, je traite les communications. Vous prenez les services de communication, vous sous-traitez. Mais en RDC, il y a certains qui applaudissent les sous-traitants. Mais justement, parce que ceux qui applaudissent, c'est ce qu'on est. Et c'est ce que nous dénonçons chaque jour. Parce que, regardez bien, la sous-traitance, c'est pour les aspects qui sont généralement saisonniers. Ça a commencé comme ça. Les aspects qui sont, c'est-à-dire que ce n'est pas une activité de tous les jours. Et la société dit, bon, moi je ne peux pas engager les choses pour, par exemple, pour la récolte. Hein, si nous sommes dans l'agriculture, vous sémez. Bon, on dit, vous faites des maïs. Au moment où les maïs vont arriver à terme pour récolter, vous avez une grande plantation. Oui, c'est à ce moment-là qu'il faut parler de la sous-traitance. Non, je vous donne l'exemple pour montrer la sous-traitance. Vous devez engager, par exemple, 3000 personnes pour enlever vite parce que sinon, ça va pourrir. Vous voyez, c'est le moment de la moisson, ça va pourrir. Vous pouvez engager les gens pour 1 mois, pour 2 mois, parce que c'est cette récolte-là qu'il faut vite prendre. Une récolte qui est saisonnière. Voilà, de peur que ça pourrisse. Vous les prenez, vous les payez. Et après, c'est fini. Cette tâche est finie, il rentre parce qu'il n'y a plus d'activité. Donc, ça devait être pour ça. Mais, d'ailleurs, la loi le dit. C'est la loi qui le dit, c'est pas moi. La loi dit pour les emplois permanents, on ne peut pas prendre des sous-traitants. On ne peut pas prendre les gens à contrat à durée indéterminée. Mais pourquoi c'est en vogue aussi chez nous? C'est en vogue parce que les gouvernements ferment les yeux. C'est pourquoi nous avons toujours réclamé au ministère du Travail, nous avons toujours demandé au chef de l'État. Notre secteur est déstructuré, détruit à dessein. Notre secteur, il y a beaucoup de brebis galeuses, comme vous appelez, qui entrent là-dedans pour essayer de déstructurer le monde du travail pour qu'on en arrive là. Mais si on arrive à avoir des décisions, le gouvernement prend des décisions et on réglemente, on dit que la sous-traitance ne peut pas être vaille-que-vaille. On sous-traite tout et dans tous les domaines. Non, monsieur. Dans votre activité principale, c'est vous-même qui assurez ce travail-là. Vous ne donnez pas à quelqu'un d'autre. Sinon, vous fermez. C'est l'État. L'État congolais. Donc, c'est la faute de l'État. L'État ne s'élève pas et il n'y a pas l'inspection du travail, ne contrôle pas régulièrement. Et même parfois, il y a des complicités au niveau des contrôles, au niveau de l'organe qui doit contrôler. Il y a toutes ces complicités et peut-être il n'y a pas assez de moyens, on n'a pas donné des moyens à l'inspection où certains inspecteurs sont butés à des parapluies. Il va dans une entreprise, c'est un général qui a mis les sagards de là-bas qui protègent une entreprise alors qu'une entreprise ne peut pas être protégée par l'armée ou de certains dignitaires qui sont là et puis ils protègent certaines armes. Donc, toutes ces choses ont amené du méli-mélo dans les secteurs, ont déstructuré les secteurs, ont créé la confusion et même la peur. Certains inspecteurs n'acceptent pas dans certaines entreprises. Alors, qu'en est-il du secteur informel qui représente une grande partie de l'économie aussi? Oui, il y a, je sais pas, je vous dis, notre grande revendication, c'était ça. On a dit, il y a les problèmes des SMI, mais il y a aussi dans la fonction publique, il y a les problèmes de, comment on dit, de mécaniser. Encore un autre problème. Quelqu'un va à la fonction publique. Il est nouvelle unité pendant 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire toute sa carrière, il est nouvelle unité. Pourquoi oh non, on ne lui a pas donné, il n'a pas les matricules. Mais les matricules sont au ciel ou c'est sur la terre? Les matricules, c'est la même. Et il y a des gens qui arrivent aujourd'hui avec des matricules directement. Il y a des gens, justement, ceux qui sont portés par les chefs de cabinet ou par les ministres lui-même, les gens qui lui amènent les mêmes jours, après 1-2 mois, il y a
il est mécanisé, mais ceux qui n'ont pas de protection, ceux qui n'ont pas de gens à plaider pour eux, ceux qui n'ont pas de frères, il a fait 20 ans, 15 ans, il a vieilli, il va même en retraite, il n'a même pas de numéro matricule. D'autres qui en ont ne sont même pas payés, les non payés, donc les NP. Donc, vraiment, il faut. Et ça, c'est la deuxième revendication. La troisième, on a demandé qu'on puisse avoir la politique salariale à la fonction publique. Comme on a maintenant les SMIC dans le secteur privé, il faut une politique salariale à la fonction publique pour que maintenant aussi, on puisse fixer les salaires à la fonction publique. Parce que là, les ministres lui-même avaient dénoncé, même le président de la République, je me rappelle du discours du président de la République, il y a des fonctionnaires, madame, qui ont des primes de 20 millions, de 30 millions de primes. Alors qu'il y a d'autres qui sont généralement dans les finances, ministère des Finances, du budget, de ceci. D'autres dans l'agriculture, ceux qui travaillent réellement. Parce qu'aujourd'hui, le développement de notre pays, il a 300 000 francs. L'autre a 40 millions de francs. Donc, et pour remédier à cette situation, il faudra une politique salariale. Pour qu'on harmonise et que tout le monde soit aligné. C'est ce qui se passe sous d'autres cieux. Comme ça se passe sous d'autres cieux, justement, c'est ça, voilà, les grandes, sans oublier les dénonciations. D'autres parties, c'était les dénonciations. Alors, oui, par rapport aux dénonciations, il faudra rappeler que la CDT, par exemple, a célébré la date du 1er avec certains de ses camarades à l'intérieur qui sont entre les mains de la, je sais pas, justice ou qui sont dans les 4 murs, notamment votre collègue de l'Ituri, le dossier que vous avez dénoncé avec le gouverneur militaire Luboya Nkashama. Qu'en est-il de sa situation? Et certains de vos camarades qui sont sous menace. Nos camarades, il y a même un autre camarade qui vient de m'écrire, il faut les faire fuir. J'ai fait échapper, j'ai fait fuir 2 camarades, je ne sais pas là où ils sont, dans quel endroit. Aussi, hein. On les a fait déplacer parce qu'ils sont recherchés. On devait les arrêter. 2 à Ituri. 1 est maintenant sous les verrous. Sont mal d'avoir dénoncé. Il y avait une parcelle qui devait être la parcelle de l'office des routes, parce qu'ils sont à l'office des routes. Et ils ont demandé qu'on ne puisse pas les déplacer. On l'a arrêté jusqu'à ce jour. Ça fait 2 mois. Ce monsieur est malade. Ce monsieur veut mourir. J'ai saisi les ministres du Travail. J'ai saisi certaines autorités ici. Personne ne veut le secours. Conseillers ont été et donc, conseiller. Il y a un autre qui a demandé qu'on puisse le faire fuir. On l'a fait déplacer. Il y en a d'autres qui sont là. Ils m'ont écrit. Je vais même vous envoyer. Mais on ne comprend pas. Au moment où nous célébrons ce 1er mai, il y a des arrestations. Il y a même le président de la délégation syndicale de Fomine ici, a été arrêté ici à Kinshasa. Donc, il y a des arrestations des syndicalistes. Il y a parce qu'ils le revendiquent, ils portent à la connaissance des autorités des malversations financières, des détournements, des vols, des pillages. Ils ne sont pas les bienvenus. Voilà le climat de travail. Sans compter ces travailleurs qui sont en train de passer des moments difficiles dans la partie est de la RDC. Hein. Tout à fait, à l'est de la République. Tous nos bureaux ont fermé. Tous les syndicats ne peuvent pas évoluer là-bas. Il n'y a pas de liberté. On a fermé les bureaux syndicaux partout. Il n'y a pas de revendications dans les entreprises. Il y a la prédation, c'est la pourchasse. Il y a la séquestration des travailleurs dans certaines usines de mines. On dit, on leur donne des quotas, vous travaillez, on les fouette. Donc, c'est dans un contexte vraiment difficile que nous sommes en train de travailler. Donc, voilà notre monde du travail. Pour terminer et prendre un autre dossier, la journée mondiale de l'enseignement le 30 avril 2026. Vous avez également un regard vers les travailleurs de la RDC qui sont membres de votre syndicat, et on a vu d'autres, par exemple, je vais la lire, abandonner à leur triste sort les enseignants réunis au sein de la synergie, force agissante réclament l'amélioration des conditions socio-professionnelles. Ils dénoncent la non-application de la politique salariale promise par le gouvernement. C'est pour dire aussi que même le secteur de l'enseignement n'est pas épargné par certaines choses que vous avez
décrétisé. Tout à fait, le secteur de l'enseignant, d'ailleurs, M. Godefroy, qui est le leader de ce secteur-là, il est de la CDT, c'est de mon syndicat, c'est nous qui faisons. Justement, la mécanisation, j'ai parlé ici de la mécanisation. Aujourd'hui, il y a un problème de l'enseignant. Tu savais, est-ce que vous, excusez-moi de vous. Allez-y, Vous savez que les enseignants aujourd'hui ne sont pas considérés comme des fonctionnaires, mais plutôt comme des vendeurs de cours. Oui, les enseignants sont considérés comme des vendeurs de cours. Ils n'ont pas de numéro de matriculation comme agents de l'État, ils ont les numéros de CECOP, c'est-à-dire pour être payés, mais pas pour être reconnus comme fonctionnaires de l'État. C'est la lutte que les collègues qui sont dans le secteur de l'enseignement sont en train de mener pour qu'on en arrive là. Pour qu'on en arrive. Il y a aussi dans le secteur de médecins, vous vous souvenez, il y a des grèves, des revendications. Les primes, ceci, de cela. Donc, il y a vraiment il y a une évolution, c'est vrai. Il y a aussi les contextes, il faut remettre les choses dans leur contexte. L'environnement de la guerre de l'Est a réduit les moyens de l'État ou a donné la priorité des moyens de l'État à la défense et à la sécurité du pays. Ça aussi, nous sommes en train de mais l'enseignant reste l'un des éléments, occupe quand même une place de choix. Oui, bien sûr, mais parce que nous tous ici, nous sommes les fruits des enseignants. À commencer par les premiers citoyens du pays jusqu'au dernier, nous sommes passés par les mains des enseignants. Et la nation doit reconnaître les métiers des enseignants parce que ce sont des gens qui ont été patients. Ta mère, tes parents t'envoient dans leurs mains. Tu vas les déranger à l'école. Ils vous éduquent, ils vous orientent, ils vous donnent des connaissances. Alors, c'est un métier. Ils doivent être honorés. Ils doivent être honorés. Et là aussi, je dénonce ces informations reçues et preuves hors session qui doivent commencer donc ce lundi à Kinshasa. Il y a quand même un document, un arrêté qui a été signé fixant le montant qui doit être payé, 80 000 pour leur session et 60 000 pour les 4 jours, un total de 140 000. Mais ce qui s'observe dans certaines écoles de Kinshasa est vraiment catastrophique. Et là, nous interpellons les autorités à quand même mettre en place de stratégies pour décourager cette pratique. Il y a des écoles qui demandent 100 $ aux enfants au lieu de 80 000. D'autres demandent 150, 70 $ et font croire que ce sont eux qui vont corriger. Et si les parents dénoncent, c'est que votre enfant ne va pas réussir. Donc, il faudra que les autorités de Kinshasa puissent quand même, puissent quand même suivre de près cette situation parce que ça n'honore pas. On demande officiellement 140 000 et chaque école maintenant se permet derrière cet argent de demander le montant qu'il veut. Guy Coucou, est-ce que vous aviez également appris ces dénonciations? Tout à fait. Non, nous sommes parmi les syndicats qui dénoncent la CDT parce que la ville-province de Kinshasa est dirigée par le secteur enseignement, c'est aussi quelqu'un de la CDT, c'est le président. C'est nous qui lançons cette dénonciation parce que, madame, on a dit il y a gratuité. On veut, d'abord, les gens ont payé toute l'année, on a payé les Minerva. Comment ne se sont-ils pas organisés pour aller participer et on est en train même d'exclure. Est-ce que vous trouvez c'est juste? Quelqu'un a étudié pendant autant d'années, il arrive à la dernière année, il doit présenter. Vous mettez les frais pour les empêcher et vous faites le mercantilisme. Messieurs les ministres de l'enseignement, messieurs les membres du gouvernement, un pays, c'est notre pays. Or, c'est ces jeunes gens qui sont l'avenir de demain. C'est que la façon dont nous les traitons, la façon dont nous gouvernons ce secteur, fait qu'il y a la catastrophe pour l'avenir de notre nation. En tout cas, c'est catastrophique, ces dénonciations. Moi, j'ai reçu plusieurs dénonciations de parents qui reçoivent même les menaces de certaines écoles parce que les responsables des écoles disent que si vous dénoncez, c'est l'enfant qui va subir. Non, mais il faut dire qu'après ces événements, ce ne sont pas ces écoles qui vont corriger. Ce sera envoyé à un autre niveau. Mais on les paye, madame. Attends. À notre niveau. Ceux qui vont corriger là n'ont pas de salaire? Ils sont payés, oui. Ils sont bien sûr payés. Alors, pourquoi on doit leur affecter un salaire spécial parce qu'ils vont corriger? Est-ce qu'il y a un salaire spécial Mais oui, parce qu'on dit ça, c'est pour les primes.
Parce que ce Moi, sont avec ces frais qu'on va payer, voilà, donner. en fait, c'est la menace que brandissent généralement plusieurs écoles. Mais les parents qui n'ont pas d'informations pensent que c'est vrai. De l'État, il y a le budget de l'État, il y a ceci. Et si on doit demander une contribution, ça doit être proportionnel quand même. Alors, je pense que les autorités de Kinshasa, parce que ça se passe à Kinshasa, Daniel Bumba, gouverneur, donc votre ministre de l'Éducation, doit quand même se rapprocher. On va se rappeler que dans ce pays, le ministre national sous l'autre régime, sous le régime de Joseph Kabila, avait quand même sanctionné aussi certaines écoles par rapport à cette pratique-là. Il faudra mettre en place des mécanismes avec des inspecteurs qui partent peut-être le même jour, demander aux enfants combien vous avez payé pour prendre certaines écoles, la main donc dans les sacs. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dossier, on se retrouve juste après pour un autre débat. C'est pour nous à la fois un honneur de prendre la parole ici, parler dans le cadre justement de ce grand sujet de révision au changement. Je pense que dans toute l'histoire des nations, toutes les constitutions ont été à un certain moment revues ou retouchées ou carrément mis de côté. Ceux qui connaissent, qui lisent un peu l'histoire des grandes nations, quel que soit ici en Afrique, je pense que tous les problèmes, pour un analyste objectif, peut comprendre que tous les problèmes qu'a connus cette nation, surtout au cours de ces dernières décennies, ont été favorisés, malheureusement, par cette constitution que beaucoup ne connaissent pas encore, à la plus grande partie de la population. Et ayons le courage de faire table rase et que tout le monde ait les yeux regardant sur les choses et sur les choix qu'il ferait de la Constitution. En fait, on ne veut pas du glissement par ceux qui sont au pouvoir. C'est pour ça qu'on accélère les processus référendaires pour avoir une nouvelle constitution avant 2028 et décréter la 4e République avant 2028. Mais ils doivent se mettre seulement en tête que ces genres de questions, de décisions, on doit pouvoir les prendre ensemble. Hein? On doit pouvoir les prendre ensemble pour favoriser la cohésion nationale et surtout pour que les uns ne trouvent pas que les autres sont en train de tricher, de nous rouler dans la farine. Parce que tu peux rouler quelqu'un dans la farine, mais il ne faut pas penser qu'il va continuer à se faire rouler tous les jours. Et donc, ce que nous voulons, nous, c'est qu'on mette en place un processus qui permet à tout le monde de s'exprimer pour qu'on trouve la solution pour 2028. La première chose à faire, c'est mettre fin à la guerre. Parce qu'il ne faut pas que les élections amènent la balkanisation du pays. Que ceux qui sont à l'Est se considèrent comme abandonnés et que la République est devenue une République de l'Ouest. Ça, on ne peut pas faire. Alors, vous le savez que la motion contre le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Tchabani, a été donc rejetée sans examen au fond à cause de la motion incidente et préjudicielle déposée par les députés nationaux Gary Sakata. Alors, Guy Coucou, les secteurs de la sécurité à Kinshasa, est-ce que vous êtes satisfait? Non. Vous savez, on ne peut pas dire qu'on est satisfait. Madame, l'insécurité à Kinshasa est le fruit de la conjugaison de plusieurs facteurs. D'abord, ça commence les jours. Vous voyez, la route n'est pas réglementée. Les embouteillages dans tous les sens. Vivre à Kinshasa, c'est devenu catastrophique. Ça crée même la circulation telle qu'organisée. Ça crée même l'insécurité. Ah, la circulation telle qu'organisée à Kinshasa crée l'insécurité. Ça crée l'insécurité, madame. Deuxièmement, nos nuits ne sont pas bien sécurisées.
Parce que l'effectif de la police dans certains quartiers, ça n'existe pas. Le manque d'électrification. Parce que pas de courant, pas d'éclairage. L'éclairage public. Parfois même sur le 24 novembre. L'éclairage public, le palais du peuple aussi. C'est un moyen de dissuasion. Souvenez-vous, madame, lorsqu'un point est obscur, ça devient un repère pour tous les malfrats. Ouais. Parce que personne ne peut le voir, personne. Quand une rue est éclairée, quand un endroit est éclairé, même un malfrat ne peut pas y aller. Parce que dès il sait que même de loin, on va me voir. C'est pour cela, la SNEL a une grande responsabilité aussi dans le problème de l'insécurité de la ville. Et parce qu'une ville accompagne la concentration humaine. Et surtout qu'on parle de la capitale de la RDC. Voilà, la concentration humaine fait qu'on doit prendre les dispositions. Et moi, je pense, interpeller le ministre, c'est dans le travail régulier d'un parlement. Il doit contrôler l'action du gouvernement. Oui. C'est un exercice démocratique, normal. Mais en RDC, on donne une autre connotation à cet exercice. Bon, non, vous savez, parce que les gens pensent que soutenir quelqu'un, ce n'est pas l'empêcher à exercer ses responsabilités. Mais même si moi, je vous soutiens, mais je veux aussi comprendre comment vous exercez votre responsabilité. C'est ça aussi le sens de la redevabilité. Et je pense que ça, c'était dans le cas de la redevabilité. Ça doit, on doit laisser passer, qui c'est pas nécessairement, pour qu'on les sanctionne. On a même appris qu'il y a eu quand même des interférences, un message qui a été donné aux députés par le secrétaire permanent, disant qu'il y a un remaniement pour annoncer par le président. Donc, la démocratie fonctionner. C'était pas important de mettre la pression. L'union sacrée est majoritaire. L'union sacrée doit laisser la démocratie, pas parce que en fin de compte, pour voter, ils peuvent bloquer. Mais au moins, même eux-mêmes, qui sont de la majorité, ils doivent ne fait-ce qu'écouter, voir, comprendre comment ils gèrent la sécurité. Ne fait-ce que comprendre. Parce que c'est ça aussi, dissuader, c'est aussi par les moyens qu'on met à la disposition, par la stratégie qu'on met en place, c'est aussi la dissuasion. Et ça, interpeller aussi est un moyen de dissuasion aussi, pour que le ministre puisse exercer sa responsabilité tout en sachant que je dois rendre compte. C'est un peu ça en démocratie. Alors, il y avait une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, on a également Dodo Kamba qui demande la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. On va se rappeler qu'à un moment, Guy Coucou, vous avez demandé à ce que les travailleurs puissent être partie prenante dans le bureau de la centrale électorale. Oui, Madame Noëlla. Je pense que je suis passé plusieurs fois, depuis plusieurs années, parler de cette commission électorale. Elle ne peut pas être indépendante. Quand on dit quelqu'un est indépendant, c'est par rapport aux gens que vous allez contrôler. Mais il y a des pasteurs, des hommes d'église. Non, mais il n'y a pas que des pasteurs. Vous savez, dans la commission, on sait quoi? Et il y a le pouvoir qui est là-dedans. Il y a l'opposition qui est là-dedans. Il y a les associations. Bon, c'est indépendant par rapport à qui? Elle est indépendante. Parce que l'indépendance, ça devait se faire comment? Que les gens qui vont, c'est comme un arbitre. Quand on met un arbitre pour siffler un match, pour diriger un match, il ne peut être ni d'une équipe ni de l'autre. Ouais. C'est pour cela qu'il est neutre. C'est de là que ça commence. Parce que quand les prémices sont déjà mauvaises, la conclusion le sera aussi, madame. Donc vous voulez que ce soit une commission 100% travailleurs? Cette commission, normalement, même dans la société civile, parce qu'il y a la société civile qui est représentée. La société civile au sens de notre constitution, c'est d'abord les organisations confessionnelles et les organisations syndicales. Mais il s'est fait que chaque groupe politique a ses ONG. À une société civile. Et ce sont eux, même ceux qui ne se sont pas... C'est pour cela que vous voyez toujours des problèmes entre la CENCO et puis les autres, et puis parce que la CENCO est parfois du côté du pouvoir. De ce côté du, je ne sais pas, c'est du côté du pouvoir, mais je ne sais pas. Je dis mais la CENCO dit que, la CENCO dit toujours qu'elle est du côté des faibles, le côté du peuple. Oui, mais encore les faibles, c'est qui? Qui est les faibles? C'est ça, il faut qu'on se dise, il faut qu'on dise qui est faible. Parce que
ce n'est pas en les disant, c'est en voyant. C'est dans les faits qu'on relève les choses. Donc, cette commission-là ne sera jamais indépendante. Et que faut-il faire pour qu'elle soit indépendante? Pour qu'elle soit indépendante, si on veut qu'elle soit indépendante, les partis politiques, les membres du pouvoir, les membres de l'opposition ne doivent plus faire partie de cela. Parce que ce sont eux qui iront aux élections. Comment voulez-vous, madame, donc, une commission électorale nationale indépendante sans l'opposition, votre équipe sans le pouvoir. Votre équipe joue. On vous nomme voir arbitre. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on dit, bon, on vous amène les cas... Donc, vous voulez dire qu'il y aura toujours des parties prenantes. Dès qu'il y a un litige, les gens de votre équipe vont vous dire, t'appeler. Toi, attends, c'est notre équipe, hein? Attention. Non, mais ce sera peut-être aussi le sang. Ce sera peut-être aussi des sangs. Donc, tout a commencé par là. Oui, alors, Guy Coucou, ce débat autour de la Constitution, quelle est la position de la Confédération démocratique du travail face à ce débat changement, révision de la Constitution? Madame Noëlla, je pense ici, je suis passé. La Constitution doit être changée. Doit être changée. Doit, je dis, c'est une obligation. C'est impératif. Déjà, un document sur le référendum a été déposé à l'Assemblée. Madame, d'abord, cette Constitution, elle émane des belligérants. 2. Les problèmes qui se sont succédés dans notre pays, notamment les conflits à l'Est avec nos voisins, exigent que la RDC prenne des dispositions dans sa constitution. Parce que ces velléités-là, nous avons vécu, nous sommes sous l'inféodation généralisée dans notre pays. Toutes les institutions sont inféodées. Toutes les institutions. Nous sommes en train de vivre des situations. Comme on dit, un peuple qui ne se souvient pas de son histoire reproduira les mêmes choses. Nous ne pouvons pas vivre ce que nous vivons ici, ne pas changer notre constitution. Il faut changer la constitution. Là, je vois même Mutinga a raison quand il a écrit son livre La République des inconscients. Il a raison. Il a raison. Donc, vous voulez dire que ceux qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution... Comment on ne peut pas toucher à la Constitution? Qui dit ça? Mais ils sont plusieurs, notamment l'opposition, qui ne veut pas qu'on touche à la Constitution. Pour quelle raison? Et certains membres de la société civile. La Constitution, c'est quoi? C'est un texte. Et une Constitution, madame, n'est que l'expression d'un peuple à un moment donné. Mais certains estiment... Attendez. Une Constitution, on la met en place pour régler des questions. Et quand d'autres problèmes naissent, ok, madame, vous me suivez? On ne change pas la Constitution. Moi, je ne suis pas dans la logique. On change parce que les gens du pouvoir disent qu'on change. Non. Moi, je dis que ça doit changer. Parce que donc, que cela ne profite événements que cette démarche ne profite pas à l'opposition, encore moins au pouvoir. Cette guerre nous a donné beaucoup de leçons. Si nous n'apprenons pas, c'est que nous ne sommes plus des intellectuels. Donc, au regard de l'évolution de la situation sécuritaire qui a fait autant de révélations, il est important qu'on touche. On doit verrouiller davantage parce qu'il y a maintenant des prétentions de nos territoires de partout du monde entier. Il y a des prétentions sur nos richesses, il y a des prétentions sur nos territoires, il y a des prétentions. Et donc, il y a même des articles de faiblesse qui, là-dedans, ont ouvert même des chapitres entiers dans la Constitution pour que nos territoires peuvent Madame, Monsieur, il faudra dire que l'Assemblée nationale a déclaré recevable le jeudi 30 avril 2026 la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo, présentée et défendue par son auteur, le député Paul Gaspard Gondankoy. Les textes a été donc renvoyé à la commission politique, juridique et administrative pour un examen approfondi et cette commission dispose de 10 jours pour déposer le rapport de son travail. Cette proposition de loi a été déposée le 14 décembre 2024 par les députés Paul Gaspard. Alors aujourd'hui, il y a des voix qui estiment que pour parler du changement de la Constitution en révision, il faudra d'abord qu'on mette fin à la guerre qui sévit dans la partie est de la RDC. Quelle est votre réaction? Et si la guerre prend aussi ses racines dans cette Constitution, on fait quoi? Si la guerre Dites-nous, Guy Coucou. Si ça prend aussi des racines. Dans notre Constitution, il y a un article qui permet à ce que nous puissions donner nos territoires à d'autres pays. Et tout le monde, vous suivez avec nous,
les Rwandais disent qu'on doit lui donner, Ça ils part. demandent même 40%, ils demandaient 100% de ce territoire, maintenant ils demandent si c'est 40%. Et qui n'entend pas, qui n'a pas des oreilles pour entendre, qui ne comprend pas. Les Rwandais, le président Paul Kagame a dit que les problèmes, ce n'est même pas Tshisekedi. Parce que même avant Tshisekedi, ces problèmes-là existaient. C'est un problème Donc, donnez-moi ma part. Qui n'a pas entendu toutes ces choses? Qui n'a pas compris? Donc, Guy Coucou estime qu'on doit toucher à la Constitution si le moment se présente sans tenir compte de l'Est. C'est depuis les mandats passés qu'on demandait, vous avez, mais attendez, c'est nous les peuples, non? Les peuples dont on parle, c'est qui? Nous sommes aussi les représentants des peuples. Vous avez su, quand il y a eu match ici, sur match de football, des léopards ici, quand nous avons gagné, dans les rues, la nuit, quand les gens, ils ne célébraient pas seulement la victoire des léopards, ils demandaient aussi quoi? Des changements de la Constitution. Vous êtes journaliste, vous avez des vidéos, non? Partout, parce que les gens qui disent ça, les gens qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution, ils ont d'autres alliances. Ils ont d'autres alliances. Ah, ils ont d'autres alliances. Qui ne sont pas les nôtres. Nous, notre alliance, c'est que ça fait plus de 30 ans que nous sommes en train de souffrir. Et cette souffrance nous a enseigné beaucoup de choses. Cette souffrance a montré que les gens entrent dans nos pays. Et nos frontières ont été tellement ouvertes. Tout le monde est entré, on ne sait plus qui est qui maintenant. Ici au Congo. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Il faut qu'on prenne des lois pour d'abord verrouiller, mettre une restriction sur notre nationalité, sur nos choses, et puis qu'on commence à recontrôler, même avant d'aller aux élections. Il faut qu'on identifie. Mais attends, moi, je n'ai jamais compris la logique ici au Congo. Avant d'aller aux élections, même nous, quand nous allons dans les élections, dans les entreprises, avant d'aller aux élections, nous faisons des réunions techniques avec les entreprises. La réunion technique, on doit vous donner l'effectif de l'entreprise. Combien de travailleurs sont là qui vont voter? On doit connaître, parce que quand on va exprimer les suffrages, pour qu'on sache qui est majoritaire, c'est par rapport à l'effectif. Si vous êtes 200 et qu'on a voté 200 voix, ou parce que tout le monde n'arrive pas, il ne s'est jamais arrivé que tout le monde est là, il y a des malades, il y a des absences, il y a des gens en congé, tout ça. Mais sur 200, ceux qui sont en service, par exemple, sont 180, on doit compter, la première doit vous dire, ceux qui sont en congé, c'est autant. Nous effectuons des 200, de 15 sont en congé, 7 sont malades, ceci. Ceux qui vont voter sont 180. Maintenant, on déclenche. On va voter, on va compter les voix. Nous sommes dans un pays où on ne sait pas l'effectif. Nous disons, on va aux élections, nous ne savons pas qui vote au Congo. Qui vote? On ne sait même pas les membres exacts. Ils viennent d'où, ceux qui viennent voter là. Et on dit élection. Moi, franchement, j'ai dit, mais nous, l'école, nous, les intelligents, et quand on veut dire, allons par là, tout le monde refuse. C'est qu'il y a un problème. Il y a des gens qui ont les secrets de cette situation et qui bénéficient de cette situation. Il y a des gens qui bénéficient, il y a des pays qui bénéficient. Le fait qu'on n'a pas recensé, le fait que... Et chaque fois qu'on veut recenser, on provoque des rébellions, on provoque des guerres, chaque fois qu'on veut connaître clair, on veut voir clair, on provoque des situations. Donc chaque fois que la RDC veut voir clair, on provoque une situation, c'est ça? Cette fois, nous demandons au président de la République, président, vous êtes là, vous êtes convaincu, vous avez les soutiens. Au moins, il n'y a pas. J'ai vu même aux élections, je l'avais dit, c'est le seul président qui a eu autant, dans une élection, il y a eu autant de candidats, il a eu plus de suffrages que les autres. C'est le seul. Ça signifie qu'il a une majorité confortable. Et quand on a une majorité confortable, c'est pour changer drastiquement surtout le Congo. Donc, Guy Coucou, vous êtes en train de dire à Félix Tshisekedi de ne pas tenir compte de revendications de l'opposition qui dit non à cette démarche. Non. Vous voulez à ce qu'il fasse madame. des forcing. Quand un pays est attaqué, il n'y a pas d'opposition. Mais on a des opposants qui ne sont pas d'accord avec ce que Félix Tshisekedi fait. Je suis intellectuel. J'ai étudié l'histoire de toutes les nations. En France, en Angleterre, dans tous les pays. Même actuellement en Russie, on n'a pas vu d'opposants. Même quand vous êtes attaqué, c'est l'unité qui règne. Les problèmes on met l'opposition en berne. Tous. On défend d'abord
les pays. Il faut d'abord défendre. Parce que vous ferez l'opposition où si le pays n'existe pas? Vous êtes opposant où? C'est quand l'espace existe. Quand l'espace dans lequel vous devez être n'existe pas, vous allez faire l'opposition de quoi? Donc, Félix Tshisekedi doit faire ce qui est bien pour le pays. Il le doit. Quand on lui a donné mandat, pas pour écouter les inerties. On lui a donné les mandats pour voir ce qui est bon à faire pour le pays. S'il a la conviction que ça, c'est bon pour la nation, pour l'intérêt, ça lui Comme là, suffit. les travailleurs à travers vous sont en train de demander des changements de la Constitution. Pour faire le bien. Donc, c'est bien, ça lui suffit déjà. Oui, parce que dans un pays, tout le monde ne comprend pas. Alors là, on est en train de dire qu'on a besoin même d'avoir 100 000 signatures, donc avec les travailleurs, 100 000 signatures pour dire bon, changeons la Constitution. Bien sûr, maman, je vous dis ce qui est arrivé à cette nation. Et jusqu'à maintenant, on ferme d'abord les yeux pour tout. On ferme les yeux pour tout. Il nous faut d'abord sécuriser les pays. Même s'il faut mettre l'histoire de tout ça à côté, mettez tout. Sans pays, il n'y aura pas d'élection. Sans pays, il n'y aura pas d'opposition. Sans pays, il n'y aura pas de pouvoir. Sans pays, c'est là. 20 millions de personnes sont mortes. L'opposition a fait quoi? L'opposition a réglé quoi? Ils sont morts. On les a enterrés. Qui va les ressusciter? Et l'opposition va faire... Ce qu'il faut, c'est défendre une nation. C'est défendre un peuple. C'est ça. Ce n'est pas nos avis qui comptent. C'est les Congos qui comptent. Ok. Madame, Messieurs, prenons ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Nous allons parler de ces sanctions des États-Unis contre Joseph Kabila Kabange. Les sanctions que les États-Unis d'Amérique viennent de prendre à l'endroit de Joseph Kabila est un rappel au respect des règles du jeu démocratique. Nous vous rappelons qu'en 2019, les mêmes Américains avaient sanctionné lourdement Corneille Nangaa et Norbert Bassengezi pour avoir créé un chaos électoral en décembre 2018 et pour avoir proclamé un faux vainqueur en violant la Constitution et la loi électorale. Le même Trésor américain vient de sanctionner Joseph Kabila, un carton rouge direct pour l'ensemble de son œuvre. C'est-à-dire, Kabila avait violé la Constitution en n'organisant pas les élections en 2016. Kabila ensuite avait provoqué un glissement électoral. Et enfin, en 2018, Kabila avait ordonné à Nangaa de changer les résultats des élections générales pour imposer un non-élu à la tête de l'État. Qui sera la prochaine victime du Trésor américain? Qui sera le prochain qui sera sanctionné par les États-Unis d'Amérique? L'Amérique tient à la démocratie et au respect des règles démocratiques. Au vu de l'entêtement de M. Félix Tshisekedi et de son entourage à violer la Constitution, à déchirer la Constitution, à bafouer les règles du jeu démocratique à la veille des élections de 2028, l'Amérique aura certainement une main lourde pour sanctionner M. Félix Tshisekedi et son régime qui veulent marcher sur la volonté du peuple. La MOUCA et l'ADD Congo rappellent à tous que la stabilité du Congo, l'unité, la cohésion de ses enfants passeront par le respect des règles démocratiques. Nous prenons acte des sanctions, mais nous demandons à l'Amérique de rester vigilant quant au respect des règles du jeu démocratique. Comme le rappelait Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, l'Amérique, il est dangereux d'être l'ennemi de l'Amérique, mais il est encore fatal d'être son allié ou son ami. L'Amérique n'a pas d'amis, n'a pas d'alliés internels. L'Amérique
tient aux règles démocratiques, au respect de la Constitution et des lois du pays. Si vous violez la Constitution... Ma réaction est que c'est très déplorable de la part de l'ancien chef de l'État définir comme l'ancien président Kabila est en train de finir. Donc partir du sommet, du prestige et retomber dans cette posture de quelqu'un qui déstabilise le pays qui lui a tout donné. Le peuple congolais lui a tout donné et la RDC. Aller, n'est-ce pas, se mettre avec l'agresseur rwandais, c'est ce que ça veut dire pour nous déstabiliser. Je crois que ce n'est pas normal. Et puis, si le président Kabila avait suivi mon conseil à l'époque, il ne serait pas arrivé là. Je lui avais conseillé à l'époque de rejoindre l'Union sacrée à la demande du chef de l'État. Avec tous ses députés, ses groupements, il ne serait pas arrivé là. Son entourage a préféré l'induire en erreur. Aujourd'hui, il devient errant ici et là. Et ses collaborateurs sont arrêtés. Eh ben, aujourd'hui, c'est la preuve que les gens qui sont arrêtés qui peuvent perdre, c'est parce qu'ils étaient justement en connivence avec lui pour nous déstabiliser. Donc je dis que c'est déplorable aujourd'hui, mais je préfère, c'est un grand jour. Ça marque le début de la fin de l'époque des rébellions, n'est-ce pas, des attaques au pays par les étrangers. Et là, j'ai dit coup de chapeau au chef de l'État Tshisekedi parce que c'est sa politique qui nous amène là. C'est l'ère des prises de pouvoir par des coups d'État, par des rébellions est révolue. Voilà pourquoi la nouvelle ère nécessite qu'on ait de nouvelles règles de jeu, notamment une nouvelle constitution, pour tourner la page de cette époque sombre de Kabila avec son agression rwandaise. Alors, Guy Coucou, comment est-ce que vous avez accueilli ces sanctions des États-Unis d'Amérique contre Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC? Parfait, madame. L'ancien président a trahi la nation. Joseph Kabila a trahi la nation. L'ancien président, dans tous les pays du monde, un ancien président est un conseiller de la nation. C'est un conseiller de fait. D'ailleurs, c'est pour cela, même dans notre constitution, ils sont des sénateurs à vie. Mais c'est rallié à l'opposition ou c'est rallié à la rébellion, c'est rallié aux pays étrangers, ce fait-là est en lui-même... Pour déstabiliser son pays. Pour déstabiliser son propre pays, c'est rallié à un mouvement auquel lui-même a combattu. Quand le président Kabila était ici, même moi, madame, vous avez des vidéos, nous l'avons soutenu pour qu'il se défende contre les M23. Nous l'avons soutenu comme président. Mais aujourd'hui, il se retrouve de ces côtés-là, de ce qu'il combattait. Je n'arrive pas. Mais quand Félix Tshisekedi avait dit que Kabila était lui-même le géniteur, le numéro 1 de la FCM 23, personne ne l'avait cru. Non, ça ne dit pas personne. Beaucoup de gens l'avaient cru. Certains ne l'avaient pas cru, ça c'est vrai. Mais d'autres avaient déjà des soupçons depuis l'époque. Il y a même des vidéos qui circulaient, même depuis l'époque du président Kabila, quand il était au pouvoir. Il y avait des vidéos qui circulaient sur Mamadou Ndala, sur les Sissi, sur Nani Mbunzamabe, qu'ils ont été trahis par le pouvoir en place, à l'époque déjà. On va se rappeler, oui, on parlait d'une trahison. On parlait de trahison. Donc, et voir aujourd'hui que ce Kabila... Aujourd'hui, on a mis seulement en lumière tout ce qui se disait tout bas. Et là, c'est une enquête des États-Unis qui confirme que Joseph Kabila soutient activement l'AFC M23 pour déstabiliser le gouvernement actuel de la RDC. Madame, les États-Unis travaillent avec les renseignements. Ils ne sont pas comme nous, les Africains. Ils sont pas sentimentaux comme nous. Ils ont le monde entier, les renseignements. Mais certains estiment que c'est pour réduire juste le pouvoir de Tshisekedi qu'ils ont fait cette déclaration. Madame, c'est ce que j'ai dit ici. On ne joue pas avec un pays. Avec les pays, toutes ces analyses, quand je vois, vous savez que depuis la nuit des temps, plusieurs personnalités, même étrangères, sont venues. Abdoulaye Wade est venu un jour ici.
nous dire, nous les Congolais, que notre classe politique est immature. Vous vous souvenez de la déclaration? Nous avons même beaucoup de chefs d'État qui venaient ici à l'époque. Après avoir parlé avec la classe politique congolaise, quand ils les repartaient, ils arrivaient à la même conclusion. La classe politique congolaise est immature. Et non seulement immature, c'est une classe égoïste, et une classe politique qui ne pense qu'à elle-même, à ses propres intérêts. Une classe politique. D'ailleurs, si le pays aujourd'hui, c'est la classe politique. Donc les politiciens sont responsables de la situation des Congolais. Madame, un pays est projeté par ceux qui les gèrent. Les enfants que nous avons aujourd'hui, même les colons ici, sont les résultats d'une projection. On a projeté que le pays ait des colons. C'est une gouvernance qui a fait... C'est la gouvernance qui a fait à ce que les pays aient des colons. Madame, je vous dis, il n'y a rien de gratuit dans le monde. Tout ce qui arrive, il y a la loi de la programmation. On dit gérer, c'est prévoir. Il y a la loi de la programmation. On dit gérer, c'est prévoir. Quand vous ne programmez pas, on programme pour vous. C'est ça, la loi du monde, c'est ça. C'est pour cela quand on dirige, c'est pourquoi moi j'encourage le président de la République. Président, vous avez un mandat. Les mandats que vous avez eu, ce n'est pas pour plaire aux gens. Non. Les mandats qu'on vous a donnés, c'est pour gérer, protéger le pays, gérer le pays. Dès lors, parce qu'on vous jugera. Et nous, tous les Congolais ne peuvent pas vous comprendre. Et vous porterez seul la responsabilité. Les opposants ne porteront qu'une autre. Et même pas les alliés. Même pas les alliés. Ils peuvent dire, ne faites pas ça aujourd'hui. Mais c'est Félix. Vous ne les faites pas, vous les écoutez. Et son parti UDPS qui porteront. Vous les écoutez. Quand demain les résultats, vous serez seul devant la nation, devant le peuple. Voilà pourquoi tout ce que vous trouvez bon, je parle au président de la République. Okay. Tout ce que vous trouvez bon, c'est pourquoi nous voulons voir le président de la République. On veut parler, nous avons aussi des idées. Tout ce que vous trouvez bon à faire pour sauver votre pays, monsieur le président, vous avez le plein mandat. Dans un pays, tout le monde ne peut pas vous comprendre. Il y a des gens, c'est comme quand il avait dit que Kabila était responsable. Tout le monde, 90%, c'est 80%, disait c'est faux. Il ne sait pas gérer, il rejette la responsabilité. Il a trouvé Kabila comme un bouc émissaire, on va se rappeler. Aujourd'hui, combien d'années après, le monde évolue. Il y a des gens qui comprendront, d'autres comprendront plus tard. Mais tout ce que vous trouvez bon à faire, excellence, faites-le. Sauver le pays. C'est ça le mandat et c'est ça la responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas que tout le monde vous comprenne au même moment quand vous voulez faire la chose. Non, la responsabilité que vous trouvez que c'est bon à faire, vous le faites. D'autres vont comprendre après 5 ans, d'autres après 10 ans, d'autres après 30 ans. Ils comprendront. Alors, certains même, Washington est allé loin pour affirmer notamment que Joseph Kabila Kabange a vécu l'année 2025 quand les Congolais les cherchaient. Il est où? On ne le voit pas. Il était à Goma sous la protection du M23. M23 qui tue, M23 qui endeuille les familles. Madame, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Je dis c'est notre pays. Nous sommes obligés pour nous battre. Madame, je vous avais dit, moi ici, dans mes fonctions, nous avons fait aussi la diplomatie syndicale sur le plan international. Nous avons fait aussi les lobbying à l'étranger. Moi, j'étais dans certains pays, je ne les cite pas, au Parlement de certains pays. Nous avons été à l'époque. Mais ce qu'on disait là-bas, ce que nous voyons là-bas, ce qu'on nous opposait là-bas, ce n'était pas des choses... Malheureusement, à cette époque-là, on ne pouvait pas revenir ici dire ces choses-là. À cette époque-là. Ok. Voilà. Mais face à ces sanctions des États-Unis d'Amérique, le cabinet de Joseph Kabila Kabange a un communiqué qui n'est pas signé, qui circule sur la toile. Alors, ils estiment que la décision américaine est injuste. C'est comme si les États-Unis apportent quand même un soutien à ceux qu'ils considèrent comme dictature du pouvoir en place. Mais c'est curieux. C'est curieux qu'ils passent, qu'ils disent qu'il y a des allégations sans preuve. C'est curieux que lorsqu'il y a conflit avec l'Est, l'armée ou la rébellion qui lui combattait, c'est lui qui soit sécurisé par cette rébellion. C'est curieux qu'il fasse des consultations seulement de ces côtés-là. C'est curieux qu'il aille habiter seulement de ces côtés-là. C'est curieux qu'il nie qu'il n'est pas en contact avec eux et qu'il n'est pas en intelligence. Tous les actes qu'il pose sont curieux, madame. Tous les actes qu'il pose
sont curieux par rapport à ces déclarations. Alors, quelle lecture faites-vous aujourd'hui après ces sanctions contre Joseph Kabila, face notamment à la position du couple SCC-Senko, qui n'a cessé de condamner même la condamnation de Joseph Kabila Kabangé en RDC, il ne les fallait pas, et qui continue aujourd'hui à présenter Joseph Kabila un peu comme un saint qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on dit. Tout le monde sait ce qu'est Senko, madame. Mais je m'excuse, je voudrais me réserver de parler de Senko. Senko, c'était quand même une structure de pères religieux, de gens qui devaient, c'est-à-dire la colonne de la vérité, comme la Bible nous dit. L'Église, c'est la colonne de la vérité. Mais quand on parle de la Senko, il ne faudra pas parler de la Senko comme structure, mais de certains individus. Non, je dis la Senko d'aujourd'hui est différente de la Senko de Mosengo, est différent des Senko qu'on avait à l'époque de cardinal Malula, est différent. C'est un Senko, que c'est une Senko, une Senko, que ceux qui ont eu la chance de connaître les autres Senko, la particularité de ces Senko est que c'est une Senko sui generis, c'est-à-dire unique en son genre. Une Senko unique en son genre. Voilà. Avec un bongo. Je parle d'une Senko unique en son genre, oui, c'est tout. Je ne sais pas, il s'agit de se composer de qui, mais je dis c'est unique. On n'a jamais vu un citoyen. Pas tous les évêques sont des citoyens congolais. Avant d'être évêques, ils ne sont pas nés évêques. Ok? Ils ne sont pas nés évêques, ils sont nés des Congolais. Ils ont grandi comme des citoyens congolais. C'est une fonction qu'on embrasse et qu'on quittera, qu'on laissera. Ouais. Mais les Congos, c'est tout le monde qui les défend. Moi, j'étais aux États-Unis. Vous allez l'Église fait partie aux États-Unis. L'Église fait partie des renseignements aux États-Unis. Ah oui. Ouais. L'Église est fidèle à son gouvernement. Parce que la Senko est installée au Congo. Donc si la Senko devait être fidèle au gouvernement. Si le Congo n'existe pas, la Senko n'existera pas. C'est lié. Même moi, mon syndicat existe au Congo. S'il n'y a pas de Congo, mon syndicat n'existe pas. La CDT n'existera pas. C'est ce que nous défendrons. La CDT existe après le Congo. La Senko existe après le Congo. Tous les noms qu'on peut citer, les structures existent. Ils ont trouvé d'abord le Congo. Et c'est dans le Congo qu'ils ont installé leurs structures. Et donc, s'il y a un patrimoine qu'on défendra d'abord, avant nos religions, avant je ne sais pas quoi, c'est d'abord le Congo. Alors, dès lors qu'on prend des positions, des attitudes contre sa propre patrie, contre sa propre mère, parce que le Congo, c'est notre mère patrie. Et quand on a des espoirs, j'ai dit, je ne veux pas aller dans les détails, j'ai dit, nous avons connu beaucoup de dirigeants de Senko. On n'a jamais vu ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, Guy Coucou, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes pratiquement à la fin. Mais cette question ici, quelle est votre stratégie pour porter haut votre syndicat, la CDT hein? Il y en a autant, mais la CDT reste quand même dans le top des syndicats. Tout à fait. Non, notre stratégie, c'est rester fidèle aux travailleurs. C'est défendre la cause des travailleurs. Parce que nous avons signé une alliance de défendre la cause des travailleurs et la vraie cause. Nous sommes des partenaires du gouvernement. Pas seulement pour critiquer. Nous critiquons le gouvernement, oui, mais nous donnons aussi des alternatives. C'est-à-dire, on dit ça, c'est mauvais, mais pour changer, nous voulons qu'on fasse ça. Vous voyez, c'est ça la différence entre une critique négative, c'est-à-dire vous critiquez, vous ne proposez pas qu'est-ce qu'on doit faire pour changer. C'est pour cela que la CDT a pris l'engagement depuis. Nous avons même dans nos statuts, c'est bien clairement dit que nous pouvons soutenir un gouvernement qui prend cause et fait pour défendre. Parce que pourquoi nous défendons le président Félix aussi? Parce que nous voyons, nous avions lutté pour avoir un SMIC, c'était difficile. Mais le président Félix, j'ai compté, pour que nous ayons ce SMIC d'aujourd'hui, il y a eu 6 conseils des ministres. 6. La question est revenue. Qui parlaient de cette question des SMIC et le président donnait des instructions claires qui sont là, qui sont inscrites, tout le monde peut les lire, au courant de tous ces conseils des ministres. Et on voit qu'il est
côté des travailleurs. Et si nous avons un avocat qui veut que nous ayons un bon SMIC, comment on ne va pas les soutenir? Alors, mais par contre, nous serons contre tout gouvernement qui sera contre les intérêts des travailleurs. Alors, pour terminer en un mot, comment est-ce que vous trouvez les actions, notamment de certains opposants, Martin Fayulu, Jean-Marc Kabon, Délice Sanga et les autres? Je ne juge pas leurs actions. Malheureusement, madame, je ne vais pas peut-être bien répondre à votre question. Je dis, mais chacun, ce qui est vrai, chacun rendra compte de ce qu'il fait. Comme dit la Bible. Chacun rendra compte de ce qu'il fait. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors, merci bien. C'est complètement fini pour ce magazine Info 7 qui a eu le plaisir de vous recevoir ce dimanche après la célébration de la date du 1er mai dédiée aux travailleurs à travers le monde. Guy Coucou, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche dans Info 7. Merci beaucoup, chers camarades. Nous sommes dans la résilience. Nous avons célébré le 1er mai. Le thème, c'était « Unis et solidaires ». Pour la résilience en République démocratique du Congo. Nous devons résister. La lutte continue. Tous les pays du monde se battent. Et là, on ne gagne pas tous les jours. On peut lutter pendant un temps, mais ce qui est vrai, la victoire est certaine. Nous continuerons la lutte tant que le Seigneur nous donnera le souffle de vie, jusqu'à ce que nous remportons les victoires. Nous vous remercions pour le soutien que vous accordez à la CDT et nous vous promettons notre fidélité à défendre la cause de tous les travailleurs et tous les fonctionnaires de la République démocratique du Congo. Alors, merci bien, Guy Coucou. Je rappelle, madame, messieurs, que notre invité de ce jour est président de la Confédération démocratique du travail et membre de l'intersyndicale nationale. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement sur ce plateau des Info 7. Merci à vous de nous avoir invités et nous avoir reçus avec honneur. Mesdames, Messieurs, c'est complètement fini. Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles sur la chaîne Haute Définition. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre magazine d'actualité. Au revoir et n'oubliez pas de suivre l'intégralité de votre émission sur notre chaîne YouTube Anita Plus TV. Bye bye.